Bonsoir à tous et à toutes. Nous revoilà donc pour le focus. Donc ce soir, le focus traite de comptes et de cotes. On va y revenir plus largement tout à l'heure. Donc on va être entre les deux hémisphères, l'hémisphère droit, plus scientifique, et l'hémisphère gauche, plus artistique. Ce soir, on sait que j'aime l'art, la culture, je pense, c'est une information importante, essentielle, primordiale, mais tout comme la comptabilité. Donc on va commencer avec ça, puisque les entreprises ou les jeunes entreprises ont besoin aussi d'être accompagnées. Donc Madame Mogène, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce soir. Donc, vous êtes venu nous parler justement de l'expertise comptable. Est-ce qu'on peut déjà mieux comprendre ce qu'induit, en fait, ce qu'implique l'expertise comptable? Alors l'expertise comptable, c'est un mot un peu limitateur pour tous les domaines en fait, dans lesquels on peut intervenir, puisque généralement quand on dit expert comptable, on entend surtout comptabilité, alors que nos métiers nous conduisent à avoir des compétences multiples. Donc on va intervenir bien sûr sur le domaine comptable avec l'établissement des comptes, des bilans, des comptes résultats, mais au-delà de ça, on a des compétences aussi juridiques dans tous les domaines, social, la fiscalité qui est en lien direct avec la comptabilité. L'idée, en fait, étant d'accompagner efficacement les chefs d'entreprise. Donc, notre cursus de formation nous oblige à toucher à tous les domaines qui sont en lien, en fait, avec l'entité économique elle-même. Donc, il y a des confrères, d'ailleurs, qui cherchent un peu à se spécialiser dans certains domaines. Ça pourrait être du RSE, ça peut être du social, ça peut être de la fiscalité, mais ça peut être aussi de la finance d'entreprise. Voilà. Donc, c'est un mot... expert comptable, c'est beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de choses à maîtriser. Tout à fait. Donc effectivement, quel que soit a priori, quel que soit le métier qu'on fait, on est censé avoir une connaissance juridique, ne serait-ce que de son propre domaine d'activité. Les personnes qui ont recours aujourd'hui aux experts comptables, est-ce que ce sont de jeunes entrepreneurs, des entreprises installées ou des entreprises peut-être en difficulté? Quels sont vos clients les plus nombreux actuellement? Alors, en fait, on a des clients de toute typologie, aussi bien des TPE, de très très petites entreprises, que des entités qui sont beaucoup plus structurées sous forme de groupes, où il y a des holdings, où il y a un service financier qui est déjà installé, et nous, en fait, on vient en soutien en fait, à cette équipe. Donc, j'ai envie de dire en fait qu'on n'est pas limité par rapport à la taille ou à la configuration organisationnelle des entités, pas du tout. L'avantage de notre métier, c'est qu'en fait, on vend une prestation d'accompagnement, de conseil, mais qu'on adapte en fonction du besoin réel en fait du chef d'entreprise. Donc, quelle que soit la taille de l'entité, le recours à la profession, à mon avis, il ne faut pas en fait partir du principe que on est dans des organisations organisées, structurées, et qu'on n'a pas besoin d'un regard extérieur. C'est surtout ce qu'on va apporter, c'est notre expertise en fait qu'on va apporter au chef d'entreprise. Voilà. Donc, quand vous dites regard extérieur, c'est finalement peut-être mieux permettre à l'entrepreneureux, d'être mieux encadré, de mieux comprendre les enjeux peut-être de son entreprise, parce que peut-être qu'à certains moments on pense tout maîtriser, mais qu'il y a des choses qui nous échappent certainement. Oui, c'est un petit peu ça. En fait, j'aime bien dire, en fait, chacun son métier. Un chef d'entreprise doit se concentrer sur son métier premier. Parfois, ça peut être du commerce, parfois, ça peut être de la technicité, mais autre en tout cas que l'administratif, la comptabilité, la fiscalité, le management, la restructuration, des recherches de modes de financement. Donc, chacun son métier, et donc, il faut avoir... c'est valable aussi pour nous, parce que nous aussi, on est des chefs d'entreprise. Quand on a nos cabinets avec nos collaborateurs, nous sommes des chefs d'entreprise. Donc, chacun doit connaître ses limites. Et en connaissant ses limites, et faire appel en fait aux bons professionnels pour accompagner justement et pouvoir combler en tout cas certaines limitations qui sont propres à chaque individu. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont très à l'aise avec le domaine fiscal, et qui pour autant, c'est pas leur métier premier. Il y en a d'autres, tout ce qui est administratif, ils en ont horreur, et donc ils préfèrent avoir effectivement des conseillers à leur côté pour pouvoir suppléer à certaines défaillances de leur part. Au-delà de cela, moi, je pense que le recours à la profession est nécessaire, parce qu'on a besoin d'avoir un regard extérieur. Souvent, on a trop la tête dans le guidon, on pense pouvoir tout connaître de son organisation, et pour autant, elle n'est pas efficace. Et il y a des répercussions qui sont malheureusement dommageables.
au-delà des implications dans les comptes à proprement parler, on peut avoir des implications vraiment sur la pérennité en fait de l'entreprise. Voilà. Vous avez parfois certains conflits sociaux qui viennent d'une méconnaissance réglementaire, relationnelle, etc. Et c'est là où en fait l'expert comptable, lui, il intervient en alertant en fait le chef d'entreprise. Ça permet d'éviter, effectivement, on sait que beaucoup d'entreprises ont eu dans le passé ou même récemment des problématiques avec les syndicats, par exemple. Alors, sans jeter la pierre aux syndicats, mais de dire qu'il y a souvent une conflictualité importante Oui. dans le domaine de l'entreprise en Guadeloupe. Alors, peut-être que c'est dû au fait, comme vous dites, qu'ils ne maîtrisent pas forcément tous les ressorts juridiques, contractuels, peut-être. Donc l'expertise comptable, finalement, est-ce qu'elle est accessible à toutes les bourses? Parce que je pense que peut-être que certains chefs d'entreprise se disent qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Ouais. Donc, comment ça se passe pour recourir, en fait, à un expert comptable? Oui, alors c'est souvent quelque chose que j'entends en disant effectivement que nos prestations sont chères. Pas du tout. En fait, nous, ce qu'on vend, on vend bien sûr de la compétence, on vend du temps, d'accord? Mais quelque part, investir en tout cas dans une prestation d'accompagnement, de conseil auprès d'un professionnel qui en a fait son métier, qui est quand même aguerri, puisqu'en fait, on développe notre métier. En fait, il se construit au fur et à mesure de notre expérience, notre propre expérience professionnelle. C'est quand même économiser pour l'avenir et c'est permettre en fait la pérennisation des entités. Je vais répondre directement en tout cas à votre question, hein, très, très simplement. Nous ne sommes pas plus chers que des consultants, pas du tout. D'accord? D'autant que la tarification, elle est propre à chaque cabinet. Il n'y a pas en fait de typologie. Donc voilà, donc le chef d'entreprise, il a toute l'attitude en tout cas de recourir aux professionnels qui pourra répondre au mieux à ses besoins. Maintenant, une prestation, ça ne se brade pas non plus. Parce qu'il ne s'agit pas aussi... Il y a une expertise, exactement. Donc, il n'est pas question non plus de brader, en fait, une prestation. Si on veut une prestation de qualité, il faut accepter, effectivement, d'en mettre les moyens. Et l'économie qui sera tirée par la suite, à mon avis, il faut juste faire la balance entre... je pérennise mon entreprise en étant accompagnée ou je fais moi-même et malheureusement, au bout de quelques temps, je périclite. Bon marché qu'à coûter cher. C'est-à-dire qu'en général, on veut faire des économies. Absolument. Or, c'est en investissant qu'on gagne. Oui. Ouais. Et il y a aussi une chose importante aussi qu'il faut que les auditeurs entendent parce que on a sur la place des personnes qui ne sont pas experts comptables, d'accord, donc qui n'ont pas tout le cursus de formation qui mène en fait à ce diplôme et qui pour autant vont se prétendre experts comptables et par contre ils seront parfois même plus chers qu'un expert comptable. Donc il faut faire attention. Dans ces cas-là, il faut impérativement prendre la tâche de l'institution et savoir si cette personne est inscrite en fait à l'ordre, puisque nous sommes en fait fédérés autour d'un conseil régional. Donc il y a un conseil régional dans chaque département et les conseils régionaux sont ensuite reliés à un conseil national qui se trouve sur la métropole et qui a en fait pour but en fait de mettre en place un certain des normes déontologiques pour permettre aux experts comptables d'être efficaces et d'offrir une prestation de qualité, quel que soit le cabinet. Et ça, vous n'allez pas le retrouver en fait dans les autres professions, enfin pas les autres professions, mais chez les consultants. Dans d'autres professions, vous allez le retrouver comme chez les avocats, les notaires, etc. Voilà, mais chez les consultants lambda, vous ne l'avez pas retrouvé, et encore moins chez ces personnes qui se prétendent être experts comptables, qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est une usurpation en fait un peu d'identité. C'est interdit en fait de se prétendre expert comptable quand on ne l'est pas et qu'on n'a pas en fait un diplôme d'expertise comptable. Voilà, c'est un peu l'ordre, en tout cas c'est comme l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, etc. C'est, on va dire, l'institution, l'entité qui permet de s'assurer de l'éthique de la pratique. Donc il faut à chaque fois se rapprocher de l'ordre pour être sûr qu'on a affaire à une personne qui soit... Oui, parce que on est obligé au travers de nos missions de dérouler une batterie en fait de normes. Alors il y a des normes bien sûr comptables, il y a des codes comptables, des codes fiscaux qu'on est obligé de respecter puisqu'en fait on prête serment de respecter, de faire respecter la loi. Mais au-delà de cela, on a aussi l'obligation de respecter un référentiel normatif et déontologique. D'accord ? Et l'institution conseil régional va s'atteler à savoir si les confrères effectivement mettent en place cette batterie de normes en fait déontologiques. Parce qu'il y a des contrôles qualité qui sont effectués auprès des cabinets, vérifier l'organisation, vérifier l'adéquation entre le collaborateur qui est affecté au dossier et la difficulté du dossier, vérifier la supervision du dossier par l'expert comptable lui-même qui reste en fait responsable de la mission qui est réalisée. D'accord ? Donc c'est vrai que cette sécurité
on ne va pas la retrouver ailleurs. Et ça, c'est important, en fait. Et il faut vraiment, en fait, que ça soit ancré dans l'esprit de chacun. La sécurité qu'offre la profession, vous n'allez pas retrouver, en fait, auprès des consultants. Ça, c'est clair. Donc, quels sont alors, à part, on a vu la comptabilité, évidemment. Sur quoi est-ce qu'on peut être accompagné précisément, excepté la comptabilité? Est-ce que, par exemple, des déclarations, les impôts? Oui, alors ça, après la comptabilité vient la fiscalité. Oui. Parce que de la comptabilité découle la fiscalité. On se sort de cette comptabilité, on retraduit, on retraite en quelque sorte, et ensuite on calcule la base de l'impôt. Donc ensuite, après la comptabilité, vient forcément la fiscalité. Alors, il n'y a pas de domaine en fait figé. Ce n'est pas une liste exhaustive du tout. Vous avez tous les domaines, sans exception, qui touchent en fait l'entreprise. Ça peut être la finance, ça peut être la fiscalité, mais ça peut être aussi des domaines informatiques. On a des confrères en fait qui ont une formation informatique, d'ingénieurs informatiques et qui vont accompagner les chefs d'entreprise sur la mise en place d'un réseau informatique, etc. Donc c'est vraiment en fait des compétences très multiples. Donc je ne peux pas faire de liste exhaustive parce que ce n'est pas limitatif du tout. Ouais. Donc quand on a un projet d'entreprise ou qu'on a une entreprise qu'on veut réformer ou améliorer, on vient vous voir et vous pouvez vous proposer peut-être au menu un accompagnement. Absolument. En fait, c'est vraiment un entretien en amont avec le dirigeant où on va définir ses besoins, avec lui d'ailleurs. Donc, c'est vraiment en fait un échange. Lui, il a ses besoins. Nous, on a en fait aussi le recul nécessaire pour savoir si c'est vraiment en fait dans cette phase-là qu'il faut en fait s'enclencher. Et on va mettre en adéquation ses attentes et ce qu'on on peut offrir en tout cas. Voilà, et l'aiguiller et faire un peu une prestation sur mesure. Les missions de l'expert comptable, c'est très, très vaste. Hein. Alors, on parle beaucoup des chefs d'entreprise, mais on intervient aussi auprès des particuliers pour faire les déclarations fiscales. On intervient aussi pour pouvoir valider les comptes de campagne. Donc là, on sort d'une période électorale. On est intervenu pour valider les comptes de campagne, donc pour certifier en fait qu'ils sont corrects et qu'ils ont été établis conformément au code électoral. Donc, le législateur, en tout cas, a vraiment légitimé en fait notre intervention sur d'autres aspects que des aspects purement du monde économique, puisque je parle de comptes de campagne, il y a aussi des interventions auprès du comité d'entreprise, on établit des bulletins de paie, voilà, donc c'est des domaines vraiment variés. Très bien. Donc, dernièrement, on va parler, il y a eu un dispositif donc, qui a été conventionné avec la région, donc je crois que c'est le chèque expert. Oui. Donc là, on va en parler ce soir, justement. Donc, il y a destination des très petites entreprises. Je pense on sait que le tissu économique de la Guadeloupe, c'est plutôt des petites entreprises, moyennes, petites, très petites. Bon, il y a quelques grandes entreprises, mais majoritairement, voilà. Donc, finalement, de quoi il s'agit exactement? Alors, c'est une réflexion qui a été menée conjointement en fait, avec la région. Alors, la région et l'institution Ordre des experts comptables, on entretient en fait des liens étroits parce qu'en fait, l'une des prérogatives de la région, c'est justement en fait faire en sorte en tout cas que l'économie locale soit pérenne. Donc, on a longuement réfléchi avec les équipes du conseil régional à mettre en place en fait une prestation à l'attention des très petites entreprises qui n'auraient pas d'expert comptable parce qu'en fait, avoir recours à un expert comptable, c'est contractuel, ce n'est pas une obligation du tout. Hein. Donc, l'idée, en fait, c'est d'accompagner des très petites entreprises donc, qui n'ont pas d'expert comptable et surtout celles qui ont rencontré des difficultés liées à la crise sanitaire. D'accord? Puisque, bon, ça, c'est plus un secret pour personne. De cette pandémie est née de vraies difficultés économiques et on l'a ressenti d'autant plus sur nos territoires. Donc, avec les équipes de la région, on a réfléchi à un dispositif donc, qui s'appelle Chèque Expert et qui permettrait en fait de découper en plusieurs phases des prestations qui seraient réalisées donc, par la profession à destination de ces entités. Et le but étant de trouver le meilleur moyen de restructuration. D'accord? Alors, quand je parle de restructuration, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être en fait une réorganisation interne. Vous voyez, là, je ne parle pas de comptabilité du tout. Donc, c'est réorganiser les processus, comment peut-être redécouper les services, le processus en fait de traitement de l'information. Donc, comment réorganiser ces entités. Ça peut être aussi des recherches de modes de financement. Est-ce qu'on va sur un mode de financement privé, donc les établissements de crédit, mode de financement public, des subventions, des types prêts-rebonds qui est notamment gérés par la région. Est-ce que, malheureusement, en appréciant, en discutant avec le chef d'entreprise, il y a malheureusement très peu de chances
de trouver une solution, en tout cas, de pérennisation. Et dans ce cas-là, il ne faudrait pas réfléchir plutôt à la mise en place d'une procédure collective. Donc, soit une liquidation, soit une sauvegarde, soit une mise en redressement. Voilà. Donc, c'est pouvoir poser un diagnostic sur la situation réelle de l'entité et ensuite faire des préconisations, en fait, de restructuration et de pérennité. Donc, en fait, ces entreprises, elles ont accès au chèque expert pour déjà faire on va dire cette analyse de leur situation. Oui, absolument. Alors, donc, c'est découpé en plusieurs phases. Donc, la première phase, c'est vraiment la phase d'entretien où on va réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et ensuite, on va dérouler les 4 autres phases. Donc, je viens de citer procédure collective, recherche d'un mode de financement, restructuration, etc. Donc, à chacune des phases correspond une prestation et correspond en fait un coût. Et ce coût, en fait, est pris en charge à 90% par la région. Si on déroule les 5 phases prévues par la Convention, le reste à charge pour le chef d'entreprise est de 1 030 €. Donc, c'est quand même en fait un accompagnement en fait sur une durée assez longue, puisqu'en fait c'est 15 jours d'intervention. Et pour ces 15 jours d'intervention, le chef d'entreprise n'aura déboursé que 1 000 €, parce qu'il y a 90% en fait qui sont pris en charge par la région. Donc je trouve que c'est pas parce que je l'ai réfléchi à la région, mais je trouve que c'est quand même un très bon dispositif pour permettre en fait à la relance en fait de notre économie locale et permettre en fait aux chefs d'entreprise qui ont malheureusement peut-être perdu en moyens financiers suite à la pandémie de pouvoir rebondir et repartir en tout cas sur de bonnes bases. D'accord. Donc, alors on sait que les dispositifs publics en général requièrent quand même des acquis au niveau des entreprises, c'est-à-dire au moins le respect des cotisations, des choses comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est absolument nécessaire? Parce que je pense que c'est aussi une question que le public va se poser. Alors, ce qui a été constaté, c'est que les dispositifs, surtout étatiques, qui ont été mis en place, étaient conditionnés à la conformité fiscale, sociale. Donc, les entreprises devaient être à jour de leur cotisation sociale, à jour de leur cotisation fiscale, etc., ou au moins sur l'aspect déclaratif pour certains dispositifs. Cet aspect n'a pas été abordé par la Convention, donc c'est tout venant, à jour ou pas à jour. L'idée étant justement de ramener, par contre, les chefs d'entreprise et d'entités dans la légalité, ça va de soi. Parce qu'il faut bien comprendre que en n'étant pas dans la légalité, on va forcément créer en fait déjà une disparité concurrentielle, parce que vous avez des entreprises, des chefs d'entreprise, des dirigeants qui font l'effort, en tout cas, d'être à jour de leur cotisation, d'être à jour de leur déclaration. Et donc, ça va créer, en fait, en n'étant pas en fait à jour, on va créer une disparité concurrentielle. Donc, ce n'est pas bon pour le marché. De toute façon, la tendance étant que tous les dispositifs qui vont être mis en place comme aide, que ce soit des subventions, que ce soit des prêts, etc., qui vont être gérés déjà par le national, mais aussi localement, sera conditionné en fait à la mise à jour cette partie en fait de respect en tout cas de la réglementation. Il n'y a rien d'autre à dire. Les règles elles sont là pour être respectées. En fait, c'est un devoir citoyen de le faire aussi. Est-ce que finalement, il n'est pas important aussi peut-être d'exprimer en fait aux chefs d'entreprise, aux téléspectateurs, peu importe, que finalement, être à jour de ces cotisations, c'est peut-être même un bénéfice, notamment dans les contextes de crise qu'on connaît actuellement. Oui, là, la pandémie l'a démontré en tout cas, parce que tous les dispositifs étaient conditionnés à cela. Donc voilà, c'est un bel exemple. Et puis, une règle, c'est pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, c'est pour pouvoir assurer, en tout cas, la continuité d'une société viable. Donc, il faut en tout cas, ne serait-ce que ça, ne pas être sur des non-dits ou de non-déclarations, etc., etc. Il faut vraiment rentrer dans le cadre, puisque, effectivement, de plus en plus, les entités qui ne seront pas, en tout cas, à jour du respect réglementaire seront écartées des dispositifs. D'accord. Donc, alors, pour bénéficier de ce chèque expert, on se rapproche des experts comptables ou de la région?
Alors, peu importe, vous pouvez prendre la tâche en fait des experts comptables comme de la région, puisque ce qui est prévu par cette convention, c'est que l'institution de toute façon fasse le lien entre la profession donc qu'on représente et la région. Donc, il y a un lien, il y a une concertation, il y a des remontées qui sont faites régulièrement à la collectivité, parce que la collectivité gère des données publiques et donc elle a la responsabilité de les utiliser correctement. Donc, il faut en fait que nous aussi, institutions, on s'assure que la prestation qui soit rendue, elle soit rendue conformément à la convention. Donc, peu importe. Donc, le chef d'entreprise peut parfaitement s'adresser à l'expert comptable ou à la région. Sachant que là, en fait, il y a une quarantaine de confrères, donc experts comptables, qui sont placés volontairement dans ce dispositif. On n'a pas voulu que ce soit toute la profession qui réponde, parce qu'on a voulu, en fait, que les confrères fassent un peu acte de candidature. Donc, c'est un peu... une marque de volontariat et une marque aussi de qualité aussi de la prestation. Donc, c'est vraiment un acte volontaire de leur part de rentrer dans ce dispositif et d'accompagner les chefs d'entreprise. Donc, il y a une quarantaine de confrères qui proposeront d'accompagner ces dirigeants d'entreprise. La liste, elle est disponible sur le site de la région. Elle est aussi disponible sur le site de l'institution. Donc on tape conseil régional, chèque expert. Voilà, exactement. Par exemple, sur Google. Oui. Ou vous appelez aussi le secrétariat de l'ordre 83 86 55. 83 86 55. Voilà, et vous aurez les informations nécessaires. D'accord. Alors, est-ce que finalement, au niveau de l'entrepreneuriat, je vais poser une question parce on va parler d'art tout à l'heure. Est-ce que les experts, les artistes aussi peuvent s'adresser aux experts comptables? Ah oui, mais bien sûr. En fait, c'est vraiment en fait tout acteur économique, quel qu'il soit et quelle que soit sa taille. On a, vous avez dit effectivement à juste titre qu'on a de très très petites entreprises ici. On a des entités qui ne sont composées que du chef d'entreprise lui-même, sans salariés. D'accord? Donc, c'est vraiment, en fait, tous les acteurs économiques qui ont une nécessité, en fait, d'accompagnement et quel que soit le domaine. Voilà. Donc, bien sûr que les artistes peuvent se faire appel, en fait, à la profession pour les conseiller, d'autant que dans le cas, en fait, des artistes, il y a des dispositifs fiscaux d'aide. Il y a des crédits d'impôt, etc. Et ça, il faut le savoir aussi. Voilà. Au niveau des déclarations d'impôts, oui, je pense que beaucoup d'artistes ont justement cette difficulté à être à jour de leur cotisation. On a vu justement pendant le Covid toutes les difficultés que certains artistes ont eues en fait à pouvoir accéder aux dispositifs d'aide. Certains n'ont pas pu en profiter justement parce qu'ils n'étaient pas dans... Malheureusement, ils n'étaient pas à jour de leur cotisation. Donc, malgré leur travail reconnu et tout ça, ils n'ont pas pu bénéficier du système. Donc, ça incite tout le monde à se mettre dans la légalité. Il y a des dispositifs, ils sont pour tout le monde. Donc, faisons en sorte qu'un maximum de personnes y adhèrent et les respectent. Absolument. Ça fera avancer le métier pour tout le monde et il y aura moins de conflits. Oui, et j'ai même envie de rajouter qu'on a tout intérêt, puisqu'on en a discuté, on a abordé ce point tout à l'heure, on a tout intérêt à rester dans la légalité parce que c'est toujours une épée Damoclès en fait sur la tête. Oui. Un risque fiscal, c'est au mieux 3 ans, ça peut être bien pire que ça aussi. On a un risque fiscal... Parce qu'il y a 3 ans de prescription, d'accord, c'est la base. Donc, il y a 3 ans de risque de redressement. Donc, 2022, on peut remonter 3 ans en arrière, taxer d'office parce que c'est de l'absence de comptabilité, d'accord. Ça peut être aussi des cas de fraude parce que la TVA n'est pas déclarée. Donc, ça, c'est de la fraude de la TVA, donc c'est du pénal. Donc lourdes conséquences. Et au-delà de ces aspects en fait fiscaux, il y a aussi le risque social parce qu'un chef d'entreprise qui ne paie pas ses cotisations sociales, demain il se retrouve sans couverture maladie, sans couverture retraite. D'accord. Donc tant qu'on est jeune, vaillant, on essaie effectivement d'assurer, sauf quand il y a un cas d'accident, malheureusement aussi. Hein. Okay. Mais quand une fois en fait, petit à petit, on se rend compte qu'en fait on n'a pas forcément fait le bon choix. Donc, il faut thésauriser, mettre en réserve, mais payer, en fait, ce qu'il y a à payer. Voilà. Donc, ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment, hein, les risques encourus, justement, en cas d'évasion fiscale, donc c'est ça qu'on dit. Même à petite échelle, en fait, a des répercussions graves par la suite, dans l'avenir. Et c'est vrai qu'en général, peut-être qu'on ne maîtrise pas suffisamment le droit, et à comprendre ce que ça implique, en fait, finalement, de payer ses impôts ou pas, ou d'être dans le cadre ou pas, et que effectivement on pense gagner sur le moment, sauf que exactement, ça peut être très coûteux sur le long terme. Donc
Madame Eugène, vous restez avec nous? Oui, bien On sûr. va parler justement culture, on va pouvoir peut-être faire des allers-retours, puisqu'on va parler de la cote des artistes tout à l'heure, justement comment on paye les artistes, précisément ce soir les artistes plasticiens. Donc on va voir un petit film qui en fait va présenter l'exposition d'Henri Tolio, dont vous êtes la commissaire, justement, qui a une exposition qui se déroule à l'Arawak actuellement, qui s'appelle ADN. ADN Caraïbes. Voilà une petite vidéo rapide pour voir un peu le travail d'Henri Tolio, donc qui est guadeloupéen, mais qui vit en Martinique et qui est donc performeur et qui artiste plasticien, voilà. Performeur, enseignant à l'école d'art de la Martinique. Il a été étudiant, il est devenu enseignant dans l'école qui l'a formé à être un artiste, et il est devenu aussi un chercheur. Voilà, puisqu'il a fait une thèse récemment justement en art. Donc, l'artiste dit, je regarde sur son site, hein, Oui. depuis des décennies, c'est un artiste-chercheur qui s'intéresse au rapport entre art et science, en dirigeant ses recherches dans deux directions principales, l'art interactif et le bio-art. On va justement élaborer. Titulaire de doctorat dont le titre est Art biologique et numérique en relation avec le vivant chez les artistes contemporains de la Caraïbe et du continent américain sur ces sujets. Il expose et performe dans la Caraïbe, en Amérique du Sud et du Nord, en France, au Sénégal et en Chine. Il représente la Guadeloupe et la France en 2015 à la 12e Biennale de La Havane, avec l'œuvre Jungle Sphere 3.0. Il présente aussi le Flying Shape Courtship à la National Gallery de la Jamaïque. Il présente l'exposition Empowerment au Fonds d'art contemporain, etc. On ne va pas tout citer, mais donc c'est un artiste très prolifique qui est international. Ça, on le dit pas assez, qu'on a des artistes qui sont connus au niveau international et qui a un travail justement, on a dit les deux hémisphères, donc entre la science, l'art, tout ce qui est organique. Et puis, évidemment aussi nos économies précaires de la Caraïbe, puisque on produit du sucre, on produit du café, on produit des choses, mais industriellement on ne produit rien. Culturellement, on essaye de produire des choses, et c'est vrai que la littérature et la musique ont souvent plus de visibilité que les arts plastiques, surtout quand on touche à des domaines aussi pointus que pas être juste un plasticien, quelqu'un qui fait du collage, qui fait de la peinture, mais de toucher aussi à des choses qui touchent l'humain, qui touchent le vivant, qui touchent les plantes, qui touchent les animaux, enfin tout ce qui fait notre écosystème. Tout à fait. Donc là, il présente ADN Caraïbes, qui a commencé déjà depuis quelques jours, qui se termine à la fin du mois, le 28. Oui, le 28 juillet. Donc, de quoi il s'agit exactement? Parce qu'on a vu des écrans, on a vu des petits carrés, etc. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire de l'exposition? Alors, l'exposition ADN Caraïbes d'Henri Tolio, c'est vraiment une première en Guadeloupe. Malheureusement, la pandémie, les programmations ont fait... On voulait absolument que cette exposition ait lieu pendant la période scolaire, que les écoles puissent participer avec leurs professeurs de toutes disciplines confondues.
Malheureusement, ça se présente comme ça. Donc, c'est une exposition où, à part 2 œuvres qui ressemblent à des tableaux, les gens sont surpris, c'est essentiellement du numérique. C'est aussi le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on passe plusieurs heures par jour sur le numérique. Donc, le principe de départ de l'exposition, travaillant sur le vivant, ayant travaillé sur les animaux, sur les plantes, là, Henri Atolio a décidé de s'intéresser à l'humain. Il a demandé à 20 personnes de son entourage, certaines personnes qui connaissaient, d'autres qui connaissaient moins bien, si elles voulaient bien faire l'expérience de faire un test ADN. Mais avant de faire le test ADN, on a demandé à ces personnes de photographier un morceau de leur peau et de s'enregistrer vocalement sur ce qu'ils pensaient de leurs origines. Puis ils ont fait le test. Et après, quand ils ont reçu le résultat, qui a été après numérisé et traité en images, parce que doutez-vous bien que les gens pensent que oui, test ADN, c'est génial, mais c'est 11 000 pages de lecture par test. Donc, c'est des choses qui sont illisibles pour le commun des mortels. Donc, il faut des scientifiques. Après, Henri a transformé ça en données artistiques, en données de chromosomes et en données de couleurs. Et en fait, quand on prend les 2 seules œuvres qui ressembleraient à des tableaux, sont des compositions où il y a un extrait de peau claire, un extrait de peau foncée. Et après, il y a les différents chromosomes qui montrent, quand on regarde le mélange et les lettres, eh bien, la peau blanche ou la peau plus foncée, on a exactement le même nombre de chromosomes et les mêmes, les mêmes couleurs qui ressortent. Donc, il y a du racisme, mais il n'y a pas de race. Et après, il y a un certain nombre d'installations. Il y a des combinaisons, des 20 résultats combinés qui donnent des images qu'on projette dans la salle, raison pour laquelle les gens disent oui, la salle n'est pas éclairée. Mais oui, parce que si on veut voir les écrans, il faut être dans le noir. Bien sûr. Et il y a des installations, donc des installations où on a, par exemple, on peut lire la carte génétique de quelqu'un, mais transformée en œuvre d'art avec des pixels, pour parler un langage contemporain. Il y a aussi des témoignages audio de 3 personnes, dont un artiste guadeloupéen que je peux citer, qui est Eddy Firmin Hanno, qui en plus fait un gros travail avec Minorart et son laboratoire de recherche sur justement nos problématiques Caraïbes et tout ça. Donc 3 personnes ont fait le test, la photo, le test, ont enregistré, et quand ils ont reçu leurs résultats, donc au début de chaque interview, on entend ce qu'ils pensaient de leurs origines et ce qu'ils ont comme résultat. Et pour le formaliser, au-dessus d'un casque, on a mis une planisphère sur laquelle on a entouré au feutre les régions desquelles ils seraient originaires. Et il y a des choses quand même assez surprenantes, comme quelqu'un qui a participé volontairement à l'aventure et au projet artistique et scientifique, qui se trouve être un béquet, et qui, dans ses résultats d'ADN, a plus de 30% du Ghana. Et en plus, c'est quelqu'un, il ne veut pas cacher son nom. En plus, il assume complètement. C'est Emmanuel de Rênal qui, en plus, vient de sortir un livre avec Steve Gadet sur descendants d'esclaves, descendants de béquets, justement pour qu'on arrête avec ces histoires de race qui devient un poison de la société. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des horreurs qui sortent alors qu'elles ne sont pas justifiées. Tout à fait. On sait que la race biologique n'existe pas. On sait que la race est sociale, c'est une construction sociale historique, depuis la plantation, etc. Donc, quelque part, Henri Atolio, il fait un travail de réflexion sur cet ADN caraïbe, puisque notre histoire a démontré que, comme on dit, nous sommes le monde. Le monde, c'est mélangé dans la Caraïbe. On a de l'asiatique, on a du continent africain, on a de l'européen. On a tous des sangs de partout. Exactement. Et puis, les natifs, les Amérindiens qui étaient là. Il y a aussi des gens qui ont du sang amérindien. Et donc, finalement, effectivement, quand on fait ce test... qui est quelque chose qu'on fait très fréquemment aux États-Unis. Tout le monde fait son test pour savoir un peu ses origines africaines notamment, mais on découvre bien souvent qu'on a du sang européen ou écossais, j'en sais rien. Donc c'est assez intéressant de montrer, c'est un peu cette réflexion qu'il porte justement sur l'humanité quelque part à travers cet ADN caribéen. C'est devenu quelque chose aujourd'hui, toutes les problématiques... de MeToo, de Black Power, de Black Lives Matter et d'autres problématiques, parce que nous, on est concentré sur notre Caraïbe, mais c'est des choses qu'on rencontre partout dans le monde. Et
ce qui est bien, c'est qu'Henri Tolio a poussé le projet dans différents domaines. C'est qu'on va avoir du numérique, on va avoir aussi, il a émis des différentes couleurs. Vous connaissez le Pantone, quand on va dans un magasin de peinture, on a cette espèce d'éventail avec toutes les couleurs. Ben, lui, il a proposé, après justement des tests de personnes qui ont participé à l'aventure, aux donneurs, hein, qui ont participé à l'aventure ADN Caraïbes, il propose aussi, plutôt que d'aller choisir du coquille d'œuf ou de faire, en fait, il y a la couleur de Pont-Henri, il pourrait y avoir votre couleur, il pourrait y avoir la tienne, il pourrait y avoir la mienne. Et on a mis ça sur le capot d'une marque de peinture très connue qui a accepté que son nom soit dessus, sans rien demander, ni sans demander quoi que ce soit, parce qu'elle trouvait justement que c'était pertinent et qu'il faut qu'on arrête avec ces histoires de race. Tout à fait. On fait, c'est une très bonne façon de terminer la première partie. On fait une pause publicité et on revient tout à l'heure. Nous voilà de retour donc pour la deuxième partie du Focus. Donc nous parlions avec Nathalie et nos critiques d'art, commissaire d'exposition. Donc on parlait de l'exposition d'Henri Tolio, donc ADN Caraïbes, et comment finalement il a un travail toujours extrêmement pointu, notamment sur des questions qui ont l'air extrêmement banales ou qu'on aborde de manière superficielle en général, ou qu'on aborde de manière politique, mais par le truchement en fait, de la science, on arrive à comprendre, en tout cas à aborder la question différemment, notamment la question de la race ou de la couleur, etc. Si on comprenait mieux comment on était constitué, peut-être qu'on aurait moins de conflits sur des choses aussi... Tout à fait. Et Henri s'attache à ça depuis des années, même quand il faisait du travail sur le végétal, sur la biosphère, les travaux qu'il a présentés à la Biennale de Cuba, c'est vraiment nous remettre dans notre caractère vivant, et pas dans cette suprématie de l'humain. Il y a le vivant, nous, il y a le vivant végétal, il y a tout ce qui fait que notre univers existe et que nous-mêmes, nous avons la potentialité de parler, de venir à la télé, de rencontrer des comptables, d'aller écouter un bon concert. Mais c'est tout ça aussi qui fait, sans cet écosystème du vivant, nous ne sommes rien du tout. Donc en fait, en ayant commencé par analyser d'abord les plantes, après les univers, et en nous replaçant dans notre propre univers et surtout en nous rendant plus humbles, d'arriver à comprendre que, voilà, certes nous sommes des humains, mais nous ne sommes qu'une poussière dans l'univers. Tout à fait. Voilà. Donc en parlant justement du travail d'Henri Tolio qui est visible, on le rappelle, jusqu'au 28 juillet à l'Arawak, au Gosier, on va parler, puisqu'on parlait de comptabilité, entre autres, de cadre juridique, de cadre juridique, mais j'allais dire de cadre également professionnel, etc. Parlons justement du métier de l'artiste plasticien. Puisque c'est un artiste plasticien, on sait que les artistes plasticiens ont énormément de difficultés à vivre de leur production, en fait, en Guadeloupe. Même si je dis tout le temps qu'on ne vit pas de son art que chez soi, mais en fait, ne serait-ce que ça, justement, quand on parle de la cote des artistes, c'est une notion qui nous amène justement à parler de l'international, puisque les cotes des artistes, ça se fait pas forcément chez nous. Alors, normalement, elle se fait pas chez nous, et surtout quand on est sur un petit territoire. Et puis, il y a des règles, comme dans toutes les professions. Être artiste, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un métier qui a ses règles. Les règles de l'art, ce n'est pas les règles du divertissement. Il y a des codes, il y a des lois à respecter. Donc, la cotation d'un artiste, elle se fait déjà par la reconnaissance de son travail, un état des lieux d'exposition collective ou personnelle dans des lieux identifiés comme étant des lieux d'art de référence, des musées, des centres d'art, des artothèques et différents lieux, ou certaines galeries. Les galeries d'ici ne sont pas du tout les galeries qu'on peut trouver ailleurs. C'est-à-dire que le vrai travail d'une galerie, c'est d'accompagner un artiste, mais surtout aussi pour trouver des clients. Ici, en Guadeloupe, les galeries prennent un pourcentage, mais on ne peut pas dire qu'elles fassent vraiment le travail de promotion de l'artiste. D'aller chercher des Et un artiste commence à avoir une cote à partir du moment où il vend régulièrement à des collectivités,
à des musées, à des fonds d'art, dans des collections privées et publiques, et que ce sont des ventes actées. Et puis des ventes publiques aussi. Parce qu'il y a, alors je lisais cet après-midi qu'il y avait les ventes aux enchères. Il y a aussi ensuite tout ce qui est galerie ou musée, etc. Donc ce n'était pas, on peut très bien vendre aux enchères, mais pas forcément être beaucoup dans les galeries. Et ça, justement, la cotation de l'artiste, elle varie aussi en fonction de ça. Alors déjà, pour vendre dans une vente aux enchères, il faut avoir déjà un bon dossier, et même si on a eu une galerie ou qu'on s'est séparé, mais d'avoir déjà participé à des ventes renommées et avec des institutions reconnues comme telles, qu'un musée, que Beaubourg, qu'un FREC, qu'une institution privée ou publique vous ait acheté une œuvre et qu'elle rentre, qu'elle fasse, c'est marqué collection région Guadeloupe, collection du FRAC Aquitaine, collection Macval. Après, il y a des collections privées, il y a des collectionneurs privés qui gardent l'anonymat sur leur collection, mais il y en a d'autres aussi qui, après avoir réuni un certain nombre d'œuvres d'artistes émergents ou d'artistes qu'ils suivent et qu'ils achètent, proposent des expositions où ils présentent leurs artistes, comme on présente une écurie dans une galerie. Mais la cote, elle se fait pas comme ça au petit bonheur. Des tableaux au centimètre carré de peinture ou au centimètre carré de photographie. Il y a des règles et on ne vend pas un tableau d'1 mètre sur 1 mètre 7 000 € quand on n'a jamais exposé dans un lieu référencé comme étant un lieu d'art, et d'autant plus si on n'a pas eu d'acquisition notoire dans une collection. Donc c'est graduel, c'est en fonction aussi de votre expérience, du nombre d'expositions faites, aussi bien, je dis, en exposition personnelle qu'en exposition collective. Et puis, il y a aussi le rayonnement des artistes à l'international. Donc, ce sont les expositions extramuros, ce sont les participations dans les biennales, dans les échanges, dans les résidences d'artistes aussi, puisque aujourd'hui, on en fait de plus en plus, et les œuvres produites pendant le temps de la résidence sont exposées dans le lieu où elles ont lieu, mais après, elles circulent. Et au fur et à mesure qu'elles circulent et qu'elles sont vues dans des lieux référencés, leur cote augmente. Oui. Donc là, c'est quand même un travail, j'allais dire, important en fait que doit faire l'artiste, parce qu'il n'est pas accompagné. Parce on voit bien qu'ici, ils ont du mal à être accompagnés aussi. Un artiste, pour être bien accompagné, en général, il a une petite équipe avec lui, parce que être artiste et devoir tout faire, c'est pas possible, sinon on n'a plus le temps de créer. L'administratif, déjà en temps normal, l'individu lambda n'est pas trop passionné par ça. C'est le truc qu'on fait en dernier parce qu'il faut le faire et parce qu'on y est obligé par la loi et pour éviter aussi des ennuis. Mais il faut que les artistes soient accompagnés d'un commissaire d'exposition, d'un critique d'art et, tant que faire se peut aussi, de quelqu'un qui fait de l'ingénierie culturelle et qui peut aussi le conseiller sur les démarches à faire pour proposer aussi. Il ne suffit pas de vendre ses œuvres ou que le galeriste ou que... C'est à vous aussi de répondre à des appels, de proposer à des institutions, voilà, quand il y a des appels d'offres pour des acquisitions sur des thématiques particulières ou autres, de proposer. Mais pour monter un dossier comme ça, il faut des professionnels. Alors effectivement, il y a quand même pas mal de dispositifs qui existent. On a parlé hors antenne tout à l'heure, ce qu'on disait justement que les experts comptables pourraient accompagner les artistes justement peut-être dans la structuration de leur travail. Mais il y a... alors moi j'avais 2 questions. Une question que je ne suis pas sûre de devoir poser. Mais bon, j'ai eu l'information quand même qu'il y avait potentiellement un label art contemporain qui serait créé par la région. Je confirme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense en tant que critique d'art? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique, peut-être, au territoire ou pas? Honnêtement, je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Et si une telle initiative a été prise après de nombreuses années, ça fait 20 ans que je suis sur le territoire et que
je répète et je chante toujours la même chanson et maintenant les lignes commencent à bouger. Et donc s'il y a un dispositif qui est proposé par la région pour avoir des accompagnements au même titre que vous le faites pour la comptabilité, c'est pour que les artistes, je dis bien plasticiens, je dis peintres, photographes, vidéastes, installations, on reste vraiment dans le domaine des arts visuels et des arts plastiques, puissent être accompagnés avec des dispositifs légaux et qui leur permettent de s'inscrire dans la pérennité, dans les règles, et du coup d'être beaucoup plus visible. Un artiste qui est en règle chez lui, il peut voyager beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'est pas en règle et qui va avoir, dès qu'il va sortir du territoire, va être confronté à des problématiques qu'il ne peut pas gérer puisqu'il ne maîtrise pas. Que même être déclaré en tant qu'artiste, déclaré, payer ses Voilà. cotisations, etc. Être déclaré, ça permet être à de la maison d'être contractualiser, artiste, être etc. inscrite à la DAGP, faire des propositions régulièrement, proposer des œuvres dans des collections, contacter des galeries, même si elles vous offrent des refus. Il faut toujours tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Mais le fait de créer un label permet aussi de fixer les choses. C'est-à-dire que le label, comme tout label, pour pouvoir y adhérer ou en faire partie, il faut respecter un nombre de règles. C'est-à-dire présenter un certain nombre d'expositions, présenter un certain nombre d'ateliers aussi, parce qu'il ne suffit pas de peindre de ça. La pratique artistique, c'est une obligation aussi de l'éducation nationale, l'éducation artistique. Donc le droit à l'accès à la culture. Le droit à l'accès à la culture, la publication de catalogues, l'inscription aussi dans des réseaux de conférences, dans des visites commentées, dans des programmes adaptés aussi. On est sur un petit territoire. Les grosses machines ne marchent pas. Donc, il faut les adapter au territoire. Et aussi, il faut consulter le public. Parce que des artistes, c'est très bien qu'il y en ait. Mais s'il n'y a pas de public qui va le voir et que le public n'est pas informé et n'a pas les outils aussi peut-être pour exiger plus de qualité, plus de visites commentées, plus de visites pédagogiques. Donc, c'est tout ça qui fait qu'un label, ça peut être la meilleure chose pour fixer le milieu et les obligations nécessaires à tout le monde. C'est-à-dire nécessaires, mais comme on dit, les obligations de toutes les parties, oui, puisque c'est autant les artistes que les institutions. Ce ne sont pas que les artistes. Ouais. Mais on en a parlé dans les rencontres de Artix sur l'art contemporain, où on a abordé vraiment tous les sujets qui concernent les artistes. On a constaté aussi que les premiers concernés étaient les moins présents, ce qui est fort dommage. Mais voilà. On va continuer à enfoncer le clou, à en parler. Peut-être que des fois, vu les problématiques du territoire, il faut en parler avec 10 personnes qu'on arrive à convaincre, qui vont elles-mêmes convaincre 10 personnes, plutôt que de prendre 50 personnes et qu'au bout d'une demi-heure, tout le monde commence à parler plus fort que l'autre. Donc, il faut aussi adapter les dispositifs d'accompagnement qui sont prévus par la collectivité aux nécessités du territoire et aussi à nommer ses l'habitude, même si des fois on ferait mieux des fois des bons élèves. Donc on devrait rappeler quand même quelles sont les obligations même quand on contractualise un artiste. Comme on dit, c'est un métier qui a des règles, qui a, on va dire, des lois qui doivent être appliquées, comme tous les corps de métier dans la contractualisation. Quand on fait une exposition, parce qu'on sait qu'on a souvent justement je t'offre des murs, déjà c'est bien, mais normalement il y a toute une série on va dire une rémunération qui est due à l'artiste plasticien ou photographe ou peu importe. Donc, par exemple, quand il expose, on doit lui payer les droits de présentation, je crois. Les droits de représentation, les droits d'auteur pour l'image, les droits. Quand aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos, les gens filment tout, ils vous citent même pas. Donc, il faut toujours taguer et citer les artistes que vous filmez, même que vous photographiez. Donc, il faut. Voilà, si on veut vraiment avancer, qu'on veut vraiment se professionnaliser. Et si on veut vraiment faire en sorte que le plus de gens possible ou d'artistes de qualité aient la possibilité d'être visibles sur leur territoire et donc d'autant plus visibles à l'extérieur,
Mais c'est en ayant des pratiques équitables et en ayant des pratiques qui respectent les règles de l'art. L'art, ce n'est pas du divertissement, c'est des métiers. Donc, à partir du moment où la majorité des gens vont aller dans ce sens-là, je pense aussi que ces conflits incommensurables qu'il y a dans le milieu de l'art vont s'arrêter d'eux-mêmes. Voilà, une fois qu'on aura bien cadré tout ça, les choses devraient trouver un ordre plus organique pour faire justement un écho. Et l'art ne s'en portera que mieux parce que finalement, on en parlait tout à l'heure avec François Piquet, je me permets d'en parler. Je dis finalement, quand on se rencontre entre artistes, on parle plus des problèmes, mais on parle jamais d'art. Et donc c'est symptomatique d'une situation entravée. Et donc, des dispositifs comme le label et d'autres, parce que toutes les bonnes initiatives ne peuvent que faire en sorte que le milieu se professionnalise, que tout le monde y trouve son compte au sens propre comme au sens figuré, et que la Guadeloupe ne soit pas qu'une terre de champions, mais aussi une terre d'artistes. Voilà, mais c'est le cas. C'est le cas. Donc, justement, respectant le droit, on va donc saluer autant l'expertise comptable que les artistes. C'est en respectant le droit, finalement, permet à tout le monde de mieux vivre. Parce qu'en payant bien les artistes, on peut aussi leur permettre de payer leurs cotisations, etc. Donc, on va dire c'est le cercle vertueux. C'est l'artiste, c'est le déplacement de l'artiste, c'est le transport des œuvres. Nous, on est en outre-mer. Sachez que pour sortir des œuvres du pays de Guadeloupe, et les rentrer, même depuis en France, on paye de l'octroi de mer, ce qui n'est pas normal. Donc, on va devoir... les commissaires, les critiques d'art, les visites pédagogiques. Et puis, il faut aussi impliquer nos jeunes artistes et nos étudiants dans les démarches contemporaines. C'est vraiment une nécessité. Ça va être le mot de la fin. Donc, on rappelle, donc, pour le chèque expert, rapprochez-vous soit de la région, passant par le site internet de la région et cherchez chèque expert, ou alors vous contactez le 05 90 83 86 55. L'exposition d'Henri Tolio ADN Caraïbes jusqu'au 28 juillet à l'hôtel Arawak. Donc vous allez-y, c'est pour tout le monde, les enfants, tout le monde. Et puis voilà, on a rappelé la cotation de l'artiste. Je pense que tout le monde dormira mieux ce soir, beaucoup plus instruit. On remercie nos invités et on se retrouve demain pour le journal. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.